Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes comics à offrir à Noël de chez DC Comics. Aujourd'hui on va parler de chez Marvel. Et donc, comme pour mon autre vidéo, dans cette vidéo je vais vous présenter plusieurs comics qui sont idéaux à offrir à Noël avec un conseil pour chaque personnage ou équipe, ou presque. J'espère que la vidéo vous plaira. Évidemment je mettrai toutes les infos en ce qui concerne les différents comics, que ce soit le prix, le nombre de pages, l'éditeur, etc. Je vous proposerai à chaque fois 2 comics par personnage ou équipe. Un où j'essaierai de rester dans des comics avec des prix raisonnables ou abordables, en essayant de rester dans la limite de ce qui est dispo actuellement en librairie à quasi coup sûr, et un autre pour ceux qui ont un peu plus d'argent, toujours en restant dispo en librairie évidemment. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous souhaitez un conseil sur un personnage sur lequel je n'ai pas conseillé de lecture, je vous répondrai avec plaisir. Mais sans plus tarder, commençons. Il n'y a plus d'Avengers. L'équipe s'est séparée suite au coup de folie de la sorcière rouge qui a décimé le groupe et brisé le cœur des rescapés. Mais lorsqu'une évasion massive a lieu au Raft, la prison des super-vilains, un groupe inédit de héros s'allie pour empêcher la catastrophe, c'est la naissance des New Avengers. Alors pour ce comics, j'en avais déjà parlé longuement dans une vidéo que je vous mets en annotation. Mais voilà un petit résumé. New Avengers Évasion est le début du run de Brian Michael Bendis sur les nouveaux Avengers après la séparation dans les Avengers dans le tome que j'ai présenté dans cette vidéo. Le but de Marvel avec cette histoire et ce run des Avengers était de rivaliser avec les Ultimates de Mark Millar dont je parle juste après. Cette histoire a révolutionné la façon dont les Avengers étaient écrits et perçus au niveau de la maison des idées. Comme le dit le pitch, l'histoire va montrer la formation d'une nouvelle équipe des Avengers. Cette équipe est composée de Captain America, Iron Man, Spider-Man, Spider-Woman, Luke Cage et Wolverine. La composition de l'équipe est vraiment ultra réfléchie jusqu'à un niveau de détail vraiment très bon, notamment pour Wolverine par exemple. Bendis va même faire des parallèles avec la formation des premiers Avengers. Une équipe avec des personnages très diversifiés, certains sont très connus du grand public, d'autres moins, et c'est justement cette diversité qui rend cette équipe unique, mais pas que. Bendis, le scénariste, fait un travail monumental au niveau de la caractérisation des personnages et des dialogues. C'est un de ses points forts et ça se ressent vraiment dans ce récit. Il s'agit d'un seul et même arc qui dure 6 numéros. Donc il va prendre son temps pour mettre en place ces différentes intrigues très terre à terre avec des méchants pas forcément surpuissants à la Ultron ou Thanos, mais plus des intrigues de type organisation secrète qu'il faut démasquer, des histoires se rapprochant un peu plus de l'espionnage avec une ligne entre le bien et le mal parfois assez floue. L'histoire possède également des scènes d'action vraiment excellentes, notamment avec un affrontement contre plein de méchants sur le toit d'une prison avec une ambiance qui est assez sombre, limite horrifique sur un ou deux moments. L'apprentissage de la coopération de l'équipe est évidemment au cœur du récit avec des personnages qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble ou même en équipe, et qui vont devoir donc apprendre à le faire. Le scénario est vraiment mature et traite de sujets très sérieux et c'est vraiment hyper plaisant. Le rythme du récit est juste parfait, rapide quand il faut l'être, lent quand il faut l'être, c'est parfaitement maîtrisé. Les personnages sont tous écrits de manière superbe, en particulier Spider-Woman, mais les autres ne sont vraiment pas en reste. Leurs relations sont incroyablement bien écrites, et niveau dessin, c'est impeccable. David Finch fait un super travail, l'action qui est parfaitement retranscrite, les émotions des personnages sont juste parfaites, l'ambiance est excellente et les personnages sont vraiment iconisés, donc c'est nickel. Un super comics à offrir aux fans des Avengers. L'apparition d'êtres dotés d'étranges et dangereux pouvoirs risque de faire basculer le fragile ordre mondial. Les citoyens sont paniqués. La solution du gouvernement, les Ultimates, un groupe de super-héros chargé de protéger l'espèce humaine. Alors là, on attaque à du très lourd. Première chose à dire, c'est que c'est ce récit qui a inspiré les Avengers du MCU. C'est clairement pour moi le meilleur point d'entrée sur les Avengers. L'histoire est vraiment excellente. À l'époque, c'était vraiment une révolution au niveau des comics de super-héros. L'histoire fait vraiment très cinématographique et on comprend pourquoi le MCU s'en est inspiré. Le récit est ultra spectaculaire et a quand même un propos politique assez fort en fond qui est hyper intéressant. Le récit peut clairement être considéré comme le meilleur récit de tous les temps sur les Avengers. Déjà le récit est sorti pendant le début de la guerre en Irak, mais c'est surtout juste après le 11 septembre, et ça l'influence vraiment, ça se fait vraiment ressentir, et dans le très bon sens du terme. L'histoire met vraiment les pieds dans le plat et n'hésite pas à provoquer et à critiquer. C'est sûrement le comics qui définit le mieux le blockbuster intelligent, c'est-à-dire qu'il a un propos, une très bonne histoire, d'excellents personnages parfaitement écrits et travaillés, et propose du grand spectacle épique. Sinon l'équipe est composée de personnages classiques, les mêmes que les Avengers originaux, donc Iron Man, Captain America, Thor, la Guêpe, Giant Man et Hulk. Ils seront rejoints par d'autres membres lors de la suite comme Black Widow ou Hawkeye ou encore Quicksilver et Scarlet Witch. En parlant des personnages, leur écriture est millimétrée et ce sont loin d'être des héros. Chacun d'entre eux a ses défauts vraiment bien présents et parfois ils sont horribles. Iron Man est alcoolique et limite suicidaire. Captain America est complètement déboussolé après son séjour dans la glace. Hank Pym bat sa femme. Bruce Banner est un schizophrène qui, quand il se retrouve en Hulk, fait des ravages de partout. Thor est une sorte d'anti-gouvernementaliste. Les vrais problèmes de l'équipe sont les problèmes sociaux qui ont lieu dedans et dehors de l'équipe. Tous les personnages sont super bien travaillés et apportent chacun quelque chose à cette équipe à l'équilibre plus que fragile mais ultra intéressant. Évidemment, il a des scènes de bataille absolument fantastiques. Niveau dessin, Brian Hitch fait un travail absolument fantastique, mais surtout sur les scènes d'action.
que ce soit les combats, les décors, les dégâts provoqués par les personnages. Ensuite, niveau émotion des personnages, c'est vraiment incroyable aussi, il a des doubles pages complètement folles également. Les personnages dégagent un charisme incroyable et une puissance vraiment folle. C'est intense, voilà le mot que je cherchais, les dessins sont intenses, on ressent vraiment l'impact de l'histoire grâce aux dessins. Bref, c'est le cadeau idéal, un énorme classique à lire absolument. C'est clairement ce genre de comics qui me rappelle encore et toujours pourquoi j'aime les comics. Une nouvelle ère commence pour les X-Men. Cyclope, Emma Frost, Wolverine, Kitty Pryde et le Fauve forment une nouvelle équipe chargée de défendre le rêve de coexistence pacifique entre humains et mutants du professeur Xavier. Mais un danger inattendu se profile à l'horizon. La généticienne Kavita Rao dit avoir trouvé le remède pour supprimer le gène mutant, semant le trouble dans la communauté mutante. Astonishing X-Men. Déjà, c'est un excellent comics pour démarrer les X-Men. C'est le début d'un run en 2 parties de 12 épisodes, et dans ce comics vous aurez toute la première partie, donc les 12 premiers épisodes. Donc c'est accessible et c'est quasiment auto-contenu. Commençons par l'histoire qui est vraiment très bonne. Déjà, c'est ultra bien rythmé, les intrigues s'enchaînent bien et le rythme est pile ce qu'il faut pour qu'on s'ennuie jamais. Et l'écriture des personnages et des dialogues fait le reste pendant les moments plus calmes. Niveau méchant, c'est pas forcément incroyable, mais ça reste vraiment très correct. Il y a notamment un concept intéressant avec la salle des dangers, mais finalement, les vrais antagonistes, comme dans pas mal d'histoires des X-Men, ce sont les humains. Le fameux remède anti-mutant est trouvé et donc évidemment tout un tas de questions idéologiques, psychologiques et sociales vraiment hyper intéressantes vont être posées. C'est bien traité, c'est vraiment un arc bien cool. Je vais parler maintenant de la composition de l'équipe que je vous ai présentée dans le pitch. C'est une composition d'équipe des X-Men parfaite, autant en termes de caractère des différents membres que dans leur pouvoir. La dynamique de l'équipe est absolument incroyable. Leurs relations, leurs dialogues, la façon dont chacun des membres gère ce qui arrive et est affecté par les problèmes des autres. La relation Cyclope et Emma Frost, Kitty Pryde Colossus, Wolverine Cyclope sont trop cool. Mais la meilleure relation, celle qui m'a vraiment marqué lorsque j'ai lu le récit il y a longtemps, c'est celle entre Kitty Pryde et Emma Frost. Elle est absolument incroyable. Cette espèce de relation de mentor-apprenti teintée de haine est insane. C'est une masterclass d'écriture. D'ailleurs j'en profite pour glisser que Kitty Pryde est un personnage vraiment insane dans ce run encore plus. Sinon, globalement, l'écriture des personnages est vraiment très cool, même de manière individuelle. Chacun d'entre eux est assez mémorable et c'est bien cool, surtout pour une équipe. Niveau dessin, on touche à une des plus grosses forces du run. C'est John Cassaday qui est au maximum de sa forme. Ses visages sont ultra expressifs, ses idées de découpage et de mise en page sont excellentes, les scènes d'action sont hyper claires et vraiment dynamiques, les décors sont trop cool, il y a vraiment des scènes spectaculaires et vraiment impressionnantes, surtout les développages qui sont vraiment magnifiques. La composition des cases est aussi très bien choisie, bref, les dessins c'est du quasi parfait. Donc si quelqu'un dans votre entourage est fan des X-Men, achetez-lui, il va forcément adorer. Le monde est au bord d'une guerre génétique opposant les humains aux mutants. Ces derniers sont traqués par une armée de robots géants, les Sentinelles. Mais 5 adolescents connus sous le nom de X-Men et leur mentor Charles Xavier vont tout faire pour que ce conflit cesse. Assistez au début de leurs aventures, leur rencontre avec Magneto, puis découvrez les représailles de Wolverine contre l'arme X. Bon, première chose à dire, c'est que je compte faire une vidéo assez complète sur Ultimate X-Men qui sortira sûrement au début d'année. Enfin, une vidéo plus complète sur tout le début du run, soit les 3 premiers tomes faits par Mark Millar. Car c'est clairement un endroit idéal pour débuter les X-Men, et du coup, pour ce premier tome, c'est clairement un de ses plus gros points positifs, c'est idéal pour débuter les X-Men. Dès le début de l'histoire, on a une présentation des X-Men et de la confrérie des mauvais mutants de Magneto. On passe rapidement en revue chaque membre qui sont de toute façon bien connus du grand public car c'est quasiment les mêmes que dans le premier film X-Men. Donc pour l'histoire, on a comme dans le premier film X-Men, l'idéologie de Xavier confrontée à celle de Magneto. C'est également un récit vraiment cru avec des dialogues parfois assez violents et pas très Disney-friendly. Niveau scénario, on a une histoire très classique des X-Men mais dans l'excellent sens du terme, avec notamment des intrigues politiques et de discrimination. C'est donc un scénario classique mais très bien mené qui colle parfaitement à l'aspect moderne que voulait avoir le récit à l'époque surtout. Pour le deuxième arc, on a une histoire qui se sépare un peu plus de la première et devient plus violente. Très à l'image du début des années 2000 et ça marche hyper bien. Certaines thématiques résonnent parfaitement avec le monde actuel. Niveau personnage, c'est aussi très cool avec déjà Magneto comme d'hab incroyable méchant. Les autres méchants ont des motivations qui peuvent paraître logiques à l'origine mais poussées à l'extrême par la gravité et l'urgence de la situation, en plus de leur peur irrationnelle des mutants et de disparaître à leur profit. Sinon, plein de mutants sont utilisés pour faire une histoire qui concerne tout le monde et donc plus globale, en plus de présenter plus de mutants pour la suite du run. Tout ça accompagné par des excellents dialogues et des personnages vraiment bien développés, surtout sur la relation entre eux. Ça n'empêche pas le scénariste de parfois être un peu en roue libre et des persos sont carrément out of character, je pense en particulier à Jean qui a un traitement vraiment bizarre et pas franchement bon par moment. Niveau dessin, les frères Kubert réalisent un très bon travail. C'est visuellement fou sur les scènes d'action, les designs des personnages sont plutôt très cool, un découpage vraiment dynamique et des couleurs vraiment très cool. Bref, un très bon comics pour démarrer les X-Men, excellent à offrir donc pour tous les fans des X-Men.
En 1962, Stan Lee et Steve Ditko créent Spider-Man, dont l'alter ego est un adolescent parfaitement ancré dans son époque. Les auteurs successifs relèvent un défi consistant à ne pas trop faire vieillir Peter Parker et son entourage tout en situant leurs histoires dans le présent. Mais que serait-il arrivé à Spidey si les années avaient passé inexorablement? Alors là, on est sur un excellent cadeau de Noël et pour plusieurs raisons. Mais avant tout, il faut savoir qu'il existe plusieurs éditions pour ce récit qui a marqué les lecteurs. Une édition classique et qui vous donne le choix entre 7 covers, une pour chaque période de 10 ans de 1960 à nos jours, et également une artiste édition 4€ plus chère mais avec un dos toilé, une cover magnifique de Enrico Marini et surtout un très grand format qui permet d'apprécier les dessins. Mais du coup, parlons de l'histoire. Déjà, ce récit est une pépite. Vraiment une lettre d'amour ultime à Spider-Man, à son univers, à son histoire. Une histoire écrite récemment qui a su marquer très vite les esprits et qui rentre déjà sûrement dans le panthéon des meilleures histoires sur Spider-Man, en tout cas pour pas mal de personnes. Et du coup, comme le dit dans le pitch, cette histoire va nous conter l'histoire de Spider-Man comme elle est arrivée dans l'univers classique de 1960 à nos jours, sauf qu'il vieillit normalement, année par année. Donc évidemment, certaines sagas connues comme par exemple la saga de Morlun, Civil War, eh bien Spider-Man est bien plus vieux et donc forcément le champ des possibles devient complètement fou et le scénariste s'en sert vraiment à merveille. Chaque numéro sert en gros évidemment une décennie, avec évidemment donc des sauts dans le temps très importants, donc ça induit un rythme hyper élevé. En fait il est parfait, c'est probablement le meilleur rythme que j'ai vu de ma vie. Le récit est un concentré d'émotions et le récit est aussi très dur émotionnellement. Il lui arrive vraiment même parfois d'être émouvant. Chaque époque a le gros avantage de mettre en perspective les événements de l'époque en question, la guerre au Vietnam par exemple, et ça c'est super bien. Ça impacte les personnages et leur prise de décision, leur morale, leurs relations, etc. Et même parfois leur destin. C'est excellent, et notamment sur le sens des responsabilités sur des problématiques plus graves qui collent à chaque époque. Un récit donc ancré dans le réel où chaque événement de l'univers Marvel a des conséquences sur des événements qui ont eu lieu dans la vraie vie, comme la guerre froide par exemple. Les dialogues sont absolument fantastiques et très souvent utiles et pertinents. Peter est ultra bien travaillé notamment sur sa culpabilité et son droit d'être heureux autour de l'image qui renvoie d'être Spider-Man et l'impact que ça peut avoir sur la vie des autres. Une remise en question permanente de tous ses actes et de leurs conséquences. Les relations des personnages sont excellentes, que ce soit Peter et Gwen, Peter et MJ, Peter et Ben Reilly ou encore Peter et le bouffon vert ou Kraven. C'est juste fou. Le scénario est vraiment excellent avec son lot de surprises, de morts, de retournements de situation, c'est vraiment très bien écrit. Avec l'âge, tout prend un autre sens pour Peter, notamment la notion de sacrifice qui devient bien différente de celle qu'il a à son âge dans les comics aujourd'hui. Niveau dessin, chaque époque est illustrée à merveille, les personnages sont super expressifs, les découpages des cases dans les scènes d'action est particulièrement cool, les scènes d'action en elles-mêmes, bien qu'elles sont rares, elles sont excellentes, les dessins sont fantastiques, certaines pages sont insane et ont un impact hallucinant. Voilà un excellent cadeau de Noël à offrir aux fans de Spider-Man, surtout que c'est un récit auto-contenu qui n'a donc pas de réelle suite ni de préquel, donc vous pouvez le lire tout seul. Le pire cauchemar de Peter Parker est devenu réalité. L'un de ses ennemis a appris sa véritable identité et se sert de cette information pour menacer ses proches. Tante May a été kidnappée, Mary Jane est en danger. Une course contre la montre commence, qui confronte Spider-Man à certains de ses pires ennemis pour retrouver sa tante, préserver son secret et découvrir qui lui veut du mal. Alors, j'avais déjà parlé plus en longueur de Spider-Man le dernier combat dans une autre vidéo, je vous la mets en annotation. Mais du coup, c'est parti pour un résumé. Alors commençons par l'histoire qui est une enquête, qui est vraiment excellente avec un suspense hyper prenant et omniprésent. Et cette enquête va amener Spider-Man devant la majorité de ses super vilains pour savoir qui est le potentiel coupable, avec évidemment une attention particulière pour le bouffon vert. Leurs interactions sont d'ailleurs des petits bijoux de dialogue. Le bouffon vert est d'ailleurs incroyable dans ce récit et prouve vraiment sa place de numéro 1 des vilains de Spider-Man, et pour cette enquête, Spider-Man va chercher également de l'aide auprès de toutes les personnes possibles. Que ce soit les Avengers, les 4 Fantastiques, mais celle qui va le plus l'aider, c'est le Black Cat. Et leur relation d'ailleurs est vraiment bien écrite. Mais sinon, Spider-Man va devoir affronter ses propres démons et les vaincre s'il veut pouvoir retrouver sa tante. Peter est passionnant dans ce récit, il est torturé et en colère et il est clairement trop impliqué pour agir clairement. L'histoire est également très sombre. L'histoire est très personnelle pour Peter car sa tante est la dernière des personnes qu'il veut perdre et il va clairement glisser de plus en plus vers la ligne qui le ferait basculer dans quelque chose qu'il ne veut pas devenir. Cette histoire a des enjeux multiples avec également cette histoire d'un vilain qui connaît son identité. En gros, tout le monde est en danger et Peter est mis en difficulté comme jamais auparavant. Le rythme est très rapide. L'histoire est une espèce d'immense course contre la montre sans aucun répit. Certains vilains sont également développés plus en profondeur comme par exemple le Vautour ou bien sûr le Bouffon Vert. Il va rendre les deux personnages et bien d'autres plus nuancés et l'histoire a aussi des retournements de situation vraiment cool, ça rend vraiment l'histoire dynamique. L'histoire est un point d'entrée absolument parfait pour tous les nouveaux lecteurs pour tout plein de raisons. Et notamment sur les apparitions de quasiment tous les alliés et les méchants ou presque de Spider-Man, principaux ou secondaires. La galerie de personnages de Spider-Man est parfaitement exploitée. Niveau dessin, les combats sont hyper bien mis en scène et hyper bien dessinés. C'est assez violent à certains moments. Les dessins sont vraiment très en rondeur avec des visages vraiment parfaits et extrêmement beaux.
Les dessins sont aussi pleins de détails, les décors sont nickel, l'ambiance est très cool et particulièrement sombre, c'est vraiment une excellente prestation visuelle. Un excellent récit auto-contenu qui ne nécessite donc ni de lire quelque chose avant, ni de lire quelque chose après, donc un cadeau parfait. Les héros de l'univers Marvel ont décidé d'exiler Hulk loin de la Terre afin qu'il ne soit plus une menace pour les humains. Le géant de jade devait donc rejoindre une planète inhabitée et paradisiaque. Malheureusement, un dysfonctionnement a envoyé le colosse sur une terre inhospitalière où Hulk devient un gladiateur au service de l'amusement des puissants. Mais le guerrier va bientôt rejoindre la rébellion locale et devenir le héros de tout un peuple. Planète Hulk est un des récits les plus connus sur le personnage de Hulk. C'est d'ailleurs cette histoire qui a très vaguement inspiré Thor Ragnarok, mais également le dessin animé Planète Hulk. Ce récit est vraiment excellent et fait partie des toutes meilleures histoires sur Hulk et des plus connues. Première chose à dire concernant l'histoire, c'est qu'elle est vraiment atypique et met Hulk dans une situation vraiment inédite et très inventive qui va mettre Hulk dans une merde pas possible. En atterrissant sur Sakaar, il est fait gladiateur et va donc devoir se battre pour sa survie. Sakaar est une planète ultra inhospitalière où règne un roi tyrannique qui force donc les gens à se battre dans des arènes pour gagner leur liberté comme des gladiateurs en somme. Déjà, la planète est vraiment très cool dans sa représentation et possède son lot de particularités assez sympas et va nous montrer ses habitants qui sont tous des aliens différents les uns des autres, avec plein de peuples et de races différentes, où on voit des espèces d'aliens vraiment intéressants. Mais le fond de cette histoire est évidemment que Hulk va monter une révolution pour renverser le roi rouge et libérer cette planète. Pour ça, il va monter un petit groupe de personnages très cool, avec qui il va entretenir des relations vraiment intéressantes, et donc les persos secondaires sont pour la plupart très bien écrits et excellents. Il y a d'ailleurs dans ce comics une relation d'amour qui est vraiment très bien écrite, très juste avec une fin d'histoire juste incroyable et très émouvante. L'histoire a un rythme assez lent et prend son temps pour installer les différentes intrigues et relations, mais c'est également accéléré quand il le faut. Le récit a également l'honneur d'accueillir dans l'arène un personnage très connu de Marvel pour un combat épique contre Hulk, mais je vous laisse la surprise. Mais du coup, Hulk aussi est super bien écrit avec notamment un parallèle entre Sakaar et la Terre qui est excellent. On comprend que Hulk aurait peut-être enfin trouvé une planète où il est à sa place. On voit d'ailleurs que très peu Banner dans cette histoire, c'est quasiment un antagoniste. Évidemment, il y a d'excellentes scènes d'action et des combats incroyables. Niveau dessin, c'est pas exceptionnel, mais ça reste du très bon quasiment tout le temps, avec notamment des décors pour Sakaar qui sont vraiment excellents. Bref, achetez et offrez Planète Hulk, vous allez faire un ou une heureuse. Bruce Banner est mort, Hulk aussi. Du moins, c'est ce que croient la plupart des personnes. En réalité, le Dr Banner erre à travers les États-Unis en quête de lui-même et de paix intérieure. Le colosse de jade qui se manifeste la nuit est toujours avec lui. Et si le frêle scientifique peut subir des coups fatals, son alter ego se révèle quant à lui immortel. Immortal Hulk, quel run incroyable de Halloween, encore et toujours un excellent comics. Première chose à dire, c'est que cette série a un constat de base assez classique avec notamment un Hulk et un Banner en cavale qui fuit et essaie de se cacher. Mais le côté classique s'arrête là car Immortal Hulk prend un tout autre tournant. Un tournant horrifique, et oui, cette série de comics c'est pratiquement une série de comics d'horreur. Évidemment de l'horreur à la Marvel, mais tout de même. Mais du coup, de quoi ça parle ? Eh bien, on va suivre Hulk et Banner qui, après être revenus à la vie, vont essayer de vivre leur vie, mais ça va pas du tout se passer comme prévu. Ce récit possède des moments de tension, c'est très bien écrit, avec des dialogues excellents et une caractérisation de Hulk notamment qui est juste exceptionnelle. On est sur un Hulk intelligent, sournois, presque sadique, c'est vraiment de l'excellent travail. Au-delà de ça, Halloween va développer autour de Hulk tout un lore avec notamment la porte verte, les gammas, la base ombre, le One Below All. Juste exceptionnel et renouvelé, rafraîchir le mythe de Hulk. C'est juste fantastique et hyper intéressant. Pour en revenir à Hulk, il faut savoir qu'il revient un peu sur ses origines en comics. Ici on a donc, comme je l'ai dit, un Hulk intelligent qui ne sort que la nuit et qui est immortel. C'est-à-dire que même si Banner meurt, il sera ressuscité la nuit venue avec l'arrivée de Hulk. C'est un constat de base très cool sur lequel le scénario va s'appuyer sur son histoire et créer son univers autour. La présence de Hulk est d'ailleurs très impactante et très marquante. Le perso est super bien mis en scène et ferait presque peur à certains moments. D'ailleurs, ce récit va revenir sur un des principes les plus intéressants de Hulk qui sont ses différentes incarnations, et l'histoire va jongler parfois entre les différentes versions de Hulk pour nous offrir un développement de personnage excellent et super bien maîtrisé. Les différentes intrigues sont excellentes et abordent plusieurs thèmes très cool. Les différents personnages autour de Hulk, alliés comme méchants, sont tous sans exception intéressants. C'est un comics quand même très sombre, violent et surtout bizarre à certains moments avec des images notamment de décomposition des corps qui peuvent vraiment être dérangeants, mais c'est aussi ça qui fait le charme de ce comics. Bref, un excellent comics qui démarre un excellent run et je le conseille très fortement. Une jeune femme terrifiée confie son bébé à Matt Murdock, affirmant qu'il est le sauveur de l'humanité. Peu après, un inconnu lui fait de surprenantes révélations sur l'enfant. Ainsi débute une sombre aventure qui fera voler en éclats les certitudes de Daredevil jusqu'à un combat tragique contre Bullseye.
Alors, Sous l'aile du diable est vraiment un excellent comics. Première chose à dire, c'est que niveau ambiance et dessin, ça tranche avec la plupart des comics sur Daredevil. C'est un peu plus comics, on va dire, et moins polar, mais ça reste quand même une histoire extrêmement sérieuse. Déjà, niveau scénario, c'est vraiment du lourd. On a une histoire qui va mettre Matt face à ses démons et surtout face à sa foi. Car l'enfant qu'il reçoit par une inconnue lui est annoncé comme étant l'Antéchrist. La situation est donc très complexe et Matt va devoir la gérer. Il aura pour ça l'aide de Black Widow notamment qui va l'aider à y voir un peu plus clair. Les dialogues qu'ils ont, pas que eux, hein, tous les dialogues, ils sont vraiment très très bons. L'histoire est prenante, très bien écrite avec un rythme très bon qui prend son temps et c'est accéléré. Thématiquement, c'est ultra riche, notamment niveau religion. Le récit regorge de moments iconiques bien connus des fans de comics et qui vont fortement marquer les fans de Daredevil et le personnage bien évidemment. Matt est super bien développé, on voit qu'il peut craquer à tout moment et qu'il devient limite fou. Cette situation le pousse vraiment dans ses derniers retranchements et c'est une chose voulue par le méchant de cette histoire que je ne vais pas vous dévoiler car c'est une excellente surprise et c'est sûrement l'histoire où ce méchant brille le plus et où il est le mieux travaillé. Les scènes d'action sont également très bonnes, l'ambiance du récit est vraiment noire et désespérée, Daredevil est hyper charismatique et la fin de l'histoire est juste excellente et franchement très violente. Le récit est vraiment profond niveau réflexion sur beaucoup de sujets, notamment le bien et le mal ou encore l'innocence. Les cliffhangers sont juste dingues. Niveau dessin, Joe Quesada fait un taf excellent avec des personnages ultra expressifs, une New York incroyable, un Daredevil au summum du charisme à certains moments, un découpage vraiment très bon, des scènes iconiques parfaitement représentées et qui restent dans l'imaginaire de tout le monde, bref, un excellent travail pour un dessinateur qui se fait rare dans les comics. Mais sinon, c'est un excellent comics à offrir pour les fans de Daredevil, si vous n'avez vu que la série TV, vous pouvez vous lancer sans problème. Suite à un accident qui lui a coûté la vue, l'étudiant en droit Matt Murdock est doté de pouvoirs qu'il a l'intention de mettre à profit pour faire le bien. Découvrez comment Matt Murdock devient Daredevil. Daredevil, l'homme sans peur. J'en avais déjà parlé sur une vidéo, bien sûr je vous la mets en annotation. Mais du coup, pour parler de l'histoire, en fait c'est très simple. On va suivre les origines de Daredevil, du moment où il devient aveugle jusqu'à ses débuts en tant que Daredevil. Évidemment, on va suivre un peu l'ascension du Caïd, mais du coup, niveau scénario, c'est vraiment du très très bon. C'est un très gros classique du personnage qui a posé énormément de bases sur le personnage. Comme son univers, avec ses personnages phares comme Elektra, Stick, Foggy, des choses qui seront réutilisées dans l'intégralité des histoires qui vont suivre de 1993 à aujourd'hui. L'histoire est très sombre avec un rythme vraiment très bon dû aux nombreux sauts dans le temps dans la vie de Matt, pour le voir arriver là où on veut qu'il arrive, c'est-à-dire devenir Daredevil. On a vraiment une histoire sale, un récit très noir dans sa très grande majorité et très rapide à lire. Le scénario est plutôt basique mais très efficace, on en apprend en permanence sur le personnage et on a un peu cette impression d'assister à l'histoire en quelque sorte quand on lit un récit aussi mythique. Niveau action, c'est du bon, les scènes en question sont plutôt impactantes dues à leur rareté. New York joue vraiment un personnage à part entière dans le récit car elle instaure une vraie ambiance poisseuse et malsaine au récit qui lui donne toute sa saveur. La lenteur de certains passages permet également d'instaurer cette ambiance si particulière aux comics de Daredevil. Niveau narration, attention car on est sur un vieux récit. Certes, il a très bien vieilli, mais ça reste quand même un vieux récit. Dans ce comics, on voit aussi l'entraînement de Matt avec Stick ou encore sa relation avec Elektra. Ces deux parties sont vraiment hyper intéressantes et font partie des parties les plus intéressantes du récit. Le récit a également certains moments vraiment touchants, sinon niveau personnage, c'est de l'excellent travail surtout sur Daredevil, car le scénariste prend son temps pour le travailler. Pour les autres, c'est plus succinct mais très efficace, que ce soit le Caïd, Stick ou Elektra, les trois sont très bien travaillés, vu le peu de temps qu'ils apparaissent. Et ensuite niveau dessin, John Romita Jr. réalise un de ses meilleurs travaux avec du coup cette ambiance déjà, mais aussi des personnages vraiment très expressifs, des scènes de combat dynamiques. Le jeu sur les ombres est très bon, surtout il dessine vraiment trop bien Daredevil, il le met superbement en valeur au travers de pages carrément iconiques. En bref, un classique qui ravira énormément de monde. Eddie Brock découvre l'existence de Knull, le dieu des symbiotes. Avec l'aide de Miles Morales, Venom va devoir mener le combat le plus difficile de sa vie. L'ennemi le plus puissant que Venom ait jamais rencontré. Quand un mal ancestral et primitif se réveille, une créature tout aussi sombre ressurgit, Venom. Le symbiote reste le protecteur des innocents de New York, mais cette menace pourrait le contraindre à renoncer à tout ce qui compte pour lui, y compris son hôte humain, Eddie Brock. Encore une fois, on est sur du très très lourd. Déjà comme d'hab, j'ai fait une vidéo, donc annotation. Allez la voir si vous voulez. Mais du coup, ce premier tome est un début de run sur Venom, un run qui est encore en cours en VF et qui a complètement révolutionné le personnage. Donny Cates, le scénariste, va imaginer toute une mythologie, un univers pour le personnage de Venom, en introduisant Knull, le dieu des symbiotes, et en le reliant à ce qui a été fait sur d'autres personnages. En fait, en utilisant à merveille le côté univers partagé des comics sans pour autant laisser les nouveaux lecteurs de côté, bien sûr, au contraire. C'est une porte d'entrée absolument parfaite, mais du coup, niveau histoire, on est sur de l'excellent travail.
Vraiment très qualitatif, un des meilleurs runs de Marvel de ces dernières années. Du coup, le scénariste va avoir à mon sens 4 objectifs avec ce run. D'abord, écrire une excellente histoire, du coup dans ce tome, écrire des excellents personnages avec en tête de liste Eddie Brock et Venom, préparer le futur de son run en installant plusieurs intrigues sur le très long terme, et redéfinir les origines du personnage de Venom complètement. Donc c'est une histoire très complète qui accomplit énormément de choses mais qui se lit quand même extrêmement bien dû notamment à son rythme excellent et ses scènes d'action exceptionnelles. Knull le méchant est hyper intéressant, menaçant et super bien écrit. Il a des cliffhangers à chaque fin d'épisode qui sont absolument incroyables. Le travail sur les personnages, que ce soit évidemment Eddie Brock et Venom, est fantastique en faisant chacun d'eux des personnages à part entière avec leur propre motivation. Eddie est très sombre et va essayer au cours de ce run de devenir petit à petit un héros. Les personnages secondaires, dont je me garde de dévoiler leur identité, sont aussi super bien écrits et viennent apporter une très bonne pierre à l'édifice de tout ce qui entoure le personnage de Venom. Évidemment, la force de son run, au-delà de l'univers, est la capacité qu'a le scénariste à nous raconter une excellente histoire, tout en nous plongeant dans le passé du personnage, mais surtout en anticipant et en préparant le futur de son run et à nous teaser en permanence. Niveau dessin, c'est simple, c'est une masterclass. Ryan Stegman, que ce soit l'ambiance, les décors, les combats, les symbiotes et leurs aspects, la lumière, les explosions, les poses des personnages, je pourrais continuer encore longtemps mais globalement c'est une performance juste hallucinante qui en plus est parfaite pour les débutants car Ryan Stegman a un style très accessible. Bref, lisez Venom, c'est une dinguerie, vous le regretterez pas. Spider-Man pensait avoir trouvé son pire ennemi en Venom, une entité née de l'union d'un symbiote extraterrestre et du journaliste déchu Eddie Brock. Mais c'était sans compter sur l'apparition de Carnage, un symbiote encore plus sanguinaire qui s'associe avec le tueur en série Cletus Kasady pour repeindre New York en rouge sang. Et quand ces deux créatures s'affrontent, mieux vaut courir aux abris. Alors, Venom vs Carnage déjà, c'est une sorte d'anthologie. Elle regroupe 3 histoires qui ont un point commun, c'est d'avoir le même dessinateur, Clayton Crane. Donc du coup, on a les histoires Venom vs Carnage, Carnage une affaire de famille et Carnage USA. Commençons par Venom vs Carnage, et voici le pitch. Si Carnage a toujours été un tueur sanguinaire, Venom a parfois été du côté des bons. Mais que se passe-t-il quand un être symbiotique encore plus puissant qu'eux fait son apparition? C'est une histoire déjà qui a marqué l'histoire de Carnage et Venom. C'est une très bonne histoire avec un scénario assez basique mais quand même cool, qui exploite vraiment bien ses personnages, en créer de nouveaux, et évidemment il y a des excellents combats, le rythme est très bon, l'histoire est très sombre et va voir Spider-Man et Carnage et Venom s'affronter. Ensuite l'histoire suivante c'est Carnage une affaire de famille. Voici le pitch. Voici le terrible Carnage. Associé au tueur en série Cletus Kasady, ce symbiote extraterrestre est capable des pires atrocités. Après son évasion du raft, ce criminel a été abattu par Sentry. Pourtant, aujourd'hui, il est de retour. Comment a-t-il survécu et quels sont ses projets? Spider-Man et Iron Man vont le découvrir. Donc déjà, on a le droit à une association entre Iron Man et Spider-Man. Évidemment, pour affronter Carnage, encore une fois un récit très sombre, des histoires avec des personnages bien exploités, un excellent rythme, des excellents combats, un scénario simple qui va à l'essentiel, à savoir une intrigue sympa, ponctuée par d'excellents moments de pures actions avec des personnages plutôt bien développés et vraiment très cool. Mais la dernière histoire, c'est le fameux Carnage USA et voici le pitch. Carnage se lance dans une entreprise des plus ambitieuses, former une armée de symbiotes pour partir à la conquête des États-Unis. Pour le combattre, une poignée de héros unissent leurs forces parmi lesquels Spider-Man et Venom alias Flash Thompson. Et c'est clairement la meilleure histoire pour moi de ce tome. Une histoire vraiment hyper violente avec un Carnage au summum de sa cruauté et de sa puissance à l'époque. Il y a des scènes dans ce comics qui peuvent être vraiment dérangeantes et du coup ce comics fait aussi quelque chose de très bien, c'est écrire une relation entre Carnage et Venom d'excellente manière, un peu d'ailleurs comme les autres histoires mais en mieux. Mais du coup, pourquoi ces histoires sont renommées et pourquoi sont-elles autant rééditées? Eh bien c'est simple, c'est les dessins de Clayton Crane. Il fait un excellent travail vraiment hyper particulier. Son style graphique si unique colle tellement bien au symbiote que ça rend les histoires automatiquement iconiques, et ces histoires vont vous marquer ne serait-ce que par leurs images très réalistes, très violentes, très gore par moments. Voilà la force principale de ces récits qui vaut largement à elle seule l'achat de ce comics, où, malgré tout, l'histoire de Carnage et Venom et leur relation sont très bien écrites. Qui est réellement le soldat de l'hiver? Ce tueur agissant dans l'ombre depuis de nombreuses années. Avec l'aide de Sharon Carter, Nick Fury et du Faucon, Captain America doit élucider ce mystère, tandis que son plus grand ennemi, Crâne Rouge, élabore un nouveau plan machiavélique. Alors pour le run de Ed Brubaker et donc pour Captain America et le soldat de l'hiver, je vais vous proposer 2 éditions. Une en must-have avec juste l'histoire sur le soldat de l'hiver et le run complet en 4 icons. Mais du coup, parlons un peu de l'histoire. Déjà c'est simple, tout le monde s'accorde à dire que ce run est le meilleur run écrit sur Captain America de tous les temps, ou au minimum top 2. Mais c'est également une excellente porte d'entrée sur le personnage, pour peu que vous ayez vu les films, évidemment. Films qui se sont d'ailleurs largement inspirés de ce run pour leur trilogie. Niveau histoire, c'est vraiment du classique sur le personnage de Captain America, avec des histoires d'espionnage, d'agents secrets, etc.
Si jamais vous décidez de lire l'intégralité du run, sachez qu'il faut que vous lisiez Civil War également entre le tome 1 et 2. Il y a de très grosses répercussions sur le personnage de Captain America. Captain America va donc pendant tout le run être confronté à l'Hydra et bien sûr aux soldats de l'hiver qui jouent un rôle ultra principal dans l'intégralité du run. Niveau méchant donc, on est bien servi avec notamment Crâne Rouge ou sa fille Sin ou encore Crossbones. Tous évidemment de l'Hydra qui va être le grand antagoniste. Crâne Rouge va en quelque sorte lancer son ultime plan, son ultime assaut pour essayer d'abattre une bonne fois pour toutes son ennemi de toujours. L'histoire est juste exceptionnelle. Vraiment, durant la totalité du run, le scénario est excellent, plein de rebondissements, de moments cultes, des excellents dialogues, une intrigue passionnante du début à la fin, avec une écriture de personnages vraiment excellente. Il y a également des personnages secondaires vraiment très bien écrits, et qui au fur et à mesure du run deviennent les personnages principaux. L'histoire est vraiment super bien rythmée, même si vous n'êtes pas un fan des histoires de super-héros ou de Captain America, ce run vaut vraiment le coup, tant il est de qualité et s'éloigne quand même pas mal des codes des histoires de super-héros en général. Même si on reste quand même sur une histoire de Captain America, donc le symbole qu'il représente est hyper important et omniprésent dans le développement de l'intrigue ou des personnages. Niveau personnages justement, il y en a plein qui sont trop bien écrits, comme par exemple le soldat de l'hiver, Sharon Carter, et évidemment Steve Rogers. Chacun d'entre eux a une part importante dans le run et sont extrêmement bien développés au fur et à mesure. La meilleure partie du run étant évidemment la partie sur le soldat de l'hiver contenue dans le must-have notamment. Niveau dessin, Steve Epting dépeint un run très sombre et très réaliste de merveilleuse manière, avec notamment des personnages aux émotions superbement retranscrits. Et au niveau des combats, les mouvements sont hyper dynamiques. En bref, un run exceptionnel à lire à tout prix et qui ne peut que plaire aux fans de Captain America. Thor est de retour, mais le monde a bien changé. Les héros viennent de se livrer une guerre sans pitié, Tony Stark a créé un clone maléfique de lui-même, et les dieux d'Asgard ont tous disparu. Le fils d'Odin part à la recherche de ses compagnons asgardiens réincarnés dans des corps d'humains sans aucun souvenir de leur vie passée. Alors pour ce comics, on est encore sur du très lourd. Le meilleur passage sur un des meilleurs runs de Thor. Première chose à dire, c'est que comme le run de Brubaker sur Captain America, c'est le run qui a remis Thor sur le devant de la scène après sa mort lors du Ragnarok. Thor était un personnage sur qui les auteurs ne savaient plus trop quoi écrire, et là, Joe Michael Straczynski est arrivé et a lâché une masterclass. Déjà niveau scénario, c'est vraiment du très solide avec des thèmes forts qui sont abordés. Ensuite, le début du run coïncide avec la période post-Civil War, ce qui va forcément impliquer des choses pour Thor. Ensuite, c'est aussi le début d'une implication plus grande pour Thor dans les événements de Marvel avec notamment Siege ou encore Fear Itself. C'est un run qui a su remoderniser Thor pour se rapprocher un peu de la version des films. Thor va recréer Asgard à côté d'une petite ville des États-Unis. Forcément, les interactions entre les Asgardiens et les humains sont très drôles, mais le fait de voir débarquer Asgard sur Terre va forcément entraîner tout un tas de problèmes. Le rythme du récit est vraiment très bon et ça se lit vraiment très bien. Il y a de très bons dialogues, l'histoire est vraiment très moderne avec des problèmes actuels. Thor est vraiment bien développé, les scènes d'action sont excellentes, il y a également le retour du docteur Donald Blake qui servait avant d'enveloppe humaine à Thor et qui ici va jouer un autre rôle. On apprend aussi ce que Thor aurait fait durant Civil War et aussi ce qu'il pense de ce qui s'est passé. Bien évidemment, on aura le droit à un combat dantesque contre Iron Man. Et sinon, Loki joue un rôle majeur dans ce récit, ce qui est d'ailleurs un des moments où il a le plus brillé dans les comics. Mais malgré un très bon scénario et de très bons personnages, si je devais vous donner une seule raison d'acheter ce tome, c'est pour les dessins du français Olivier Coipel. Le dessinateur de House of M et Spider-Verse sort encore une masterclass avec un Thor plus charismatique et puissant que jamais. Il fait des décors fabuleux, notamment Asgard, il est bien mis en avant par sa mise en page, il y a des combats ultra dynamiques, des dessins avec beaucoup de détails, des personnages très expressifs. Bref, ce comics est un régal, il fait clairement partie des meilleures histoires jamais racontées sur le personnage de Thor, et cette histoire y est pour beaucoup dans la grosse cote de popularité qu'a Thor aujourd'hui. Que Thor soit un jeune dieu impétueux, un membre respecté des Avengers ou le seigneur d'Asgard dans un futur désolé, son pire adversaire reste le même, Gorr, le massacreur de dieux. Puissant et déterminé, l'ennemi du fils d'Odin instille le doute dans le cœur du héros. Pour triompher, Thor va devoir se délivrer de ses hésitations et se montrer plus digne que jamais de brandir Mjolnir. Alors là, on est sur du très lourd. Mon histoire préférée sur le personnage de Thor, quelle histoire exceptionnelle. C'est simple, tout est quasiment parfait dans ce comics. Déjà pour commencer, elle dure 12 numéros, soit elle est plutôt longue, mais bordel, le rythme est excellent. Comme dit dans le pitch, l'histoire se déroule à 3 époques différentes. Une dans le passé avec un jeune Thor, une dans le présent avec le Thor actuel, et une dans le futur avec un Thor, roi d'Asgard et détenteur de la force d'Odin. Le récit va passer de période en période pour construire une intrigue dense et complexe pour arriver à un final incroyable. Mais du coup, l'histoire parle de Thor et de son affrontement avec Gorr, le boucher des dieux. Comme son nom l'indique, Gorr cherche à tuer tous les dieux de tous les panthéons. Et la rivalité qu'il a avec Thor remonte à bien des années. Déjà, le personnage de Gorr est clairement parmi les meilleurs méchants de chez Marvel.
Le personnage est incroyable, ultra charismatique, ultra puissant. Mais il a surtout une histoire exceptionnelle. Le personnage est trop bien travaillé et ses raisons de tuer tous les dieux sont trop bien amenées. On voit d'ailleurs son passé et bref, personnage incroyable. Mais Thor n'est pas en reste dans cette histoire où il se retrouve en difficulté comme jamais et va devoir faire de son mieux pour arrêter le massacre de Gorr alors qu'il est bien plus fort que lui. L'histoire va parler également de voyage dans le temps et va avoir une envergure absolument incroyable et va embarquer chacun des 3 Thor dans une bataille absolument épique et grandiose avec un scénario fantastique et des personnages exceptionnels. Mais du coup, pour coller à tout ça au niveau dessin, il fallait un dessinateur à la hauteur et Esad Ribic nous livre une prestation XXL. Le style ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais perso je le trouve parfait. Il arrive à coller une ambiance au récit qui est juste exceptionnelle. Gorr et Thor sont iconisés de manière parfaite. En plus de ça, les combats sont fantastiques et sanglants. Certains passages peuvent clairement faire horrifique. Bref, on est sur une prestation graphique qui fait partie des meilleures jamais réalisées chez Marvel. Un comics à offrir à tous les fans de Thor car là ils vont se prendre une grosse claque parce que ce comics est exceptionnel. Thanos voyage dans le futur où il découvre un monde dans lequel il a remporté la victoire sur les héros de la Terre, sur Galactus, sur l'univers. Mais le Thanos âgé et victorieux qu'il rencontre est à la fois sa plus grande gloire et sa plus grande honte. Quelle en est la raison? Que vient faire le Silver Surfer dans cette histoire? Et qui est le Ghost Rider cosmique? Ah, Thanos Wins, quel comics exceptionnel encore une fois. Une histoire qui va voir Thanos voyager dans le temps et rencontrer un Thanos plus âgé qui a gagné tout simplement. Toute l'intrigue va d'ailleurs être sur pourquoi ce Thanos âgé a voulu rencontrer notre Thanos. Au-delà de ça, le Thanos plus âgé va nous raconter comment il a réussi à vaincre tout le monde. Tout ça dans une histoire au dialogue absolument fantastique, aux personnages creusés et travaillés avec une main de maître. Évidemment, tous les fans de Marvel vont crouler sous les références et le fanservice dans ce récit incroyable, qui clairement fait partie des meilleurs récits de chez Marvel de ces 5 dernières années, sans aucun problème. Il y a bien sûr des combats absolument épiques, vraiment ce comics est complètement fou. Difficile d'être exhaustif tant il se passe des choses dedans. J'avais déjà parlé de ce comics dans une vidéo, et j'avais dit imaginez qu'un scénariste incroyable et fan ultime de Marvel écrive un comic sur Thanos, en y mettant tout ce que vous pouvez imaginer comme folie, et que malgré tout le scénario tienne la route, et mieux que ça, il tient tellement la route qu'il lance un univers cosmique incroyable propre à l'auteur. Et je pense que cette phrase résume parfaitement ce que le récit est pour moi. L'histoire est évidemment écrite d'une main de maître, on passe de surprise en surprise et de cliffhanger en cliffhanger, c'est juste fantastique. Le récit a un rythme incroyablement bien maîtrisé, qui fait que je n'ai pas pu décoller du récit quand je l'ai lu. Le scénario utilise à la perfection l'univers Marvel. Niveau personnage, les 2 Thanos sont trop bien travaillés, c'est incroyable. Niveau dessin par contre, Jeff Shaw réalise aussi un taf exceptionnel, avec des planches incroyables et surtout des passages dans le passé où on voit la conquête de l'univers Marvel par Thanos, c'est violent, c'est sanglant. Bref, un comics dont je ne peux pas trop parler car on rentre très vite dans le spoiler, mais lisez ce comics, offrez-le à un fan de Thanos, c'est beaucoup trop bien. Les sombres origines de Thanos. Découvrez comment un amour véritable engendre un torrent de sang et change non seulement le cours de la vie d'un jeune garçon, mais aussi le visage de toute la galaxie. Devenu l'égal d'un dieu, le titan fou sème la mort dans ce récit captivant où se mêlent tragédie, faux-semblants et destinée. Thanos l'Ascension est un très bon récit. Récit qui, comme indiqué dans le pitch, va voir les origines de Thanos. Ce comics est le point de départ idéal pour commencer les comics sur Thanos. On va découvrir les motivations de Thanos et ce qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le tout dans un récit très sombre. On va donc avoir l'histoire de Thanos de sa naissance sur la planète Titan à ses premiers massacres au travers de toute la galaxie. On y suit Thanos sur plusieurs années de sa vie et on va le voir rencontrer un personnage très important à la fois pour l'univers Marvel au sens large, mais aussi surtout pour le personnage de Thanos. L'histoire est une véritable épopée dans l'esprit de Thanos. On y découvre toute sa folie, sa fascination pour la mort et d'où vient sa soif de destruction. On apprend également à connaître sa famille qui a une place majeure dans l'univers de Thanos. Pendant le comics, Thanos cherche également à découvrir le mystère de son identité, de pourquoi il est si différent des autres habitants de Titan. L'auteur développe bien le personnage, et au plus le récit avance, au plus l'histoire devient intéressante. Le rythme est très bon et peut clairement se lire d'une traite. Il n'y a pas forcément des tas de combats, mais ça les rend donc d'autant plus impactants. Niveau dessin, ils sont plutôt beaux mais particuliers, mais ils représentent à la perfection la laideur autant physique que mentale du Titan fou. Ils installent une vraie ambiance pesante, voire même glauque tout au long du récit. C'est vraiment un bon comics, un très bon point de départ qui, malgré des dessins pas forcément adaptés aux débutants, reste très abordable. Un comics que la majorité des fans de Thanos vont apprécier. Découvrez pour la première fois les premiers pas de celui qui deviendra Wolverine, le plus féroce des mutants. Se pourrait-il qu'il ait une origine des plus modestes, à quand remonte l'emphase de Logan. Tous les secrets entourant le pilier des X-Men sont dévoilés de la plus surprenante des façons.
Wolverine les origines, comme le dit dans le pitch, dans ce comics on va découvrir l'enfance de Wolverine. Le récit est vraiment passionnant, on apprend à découvrir un Logan jeune et encore innocent. Dans ce récit, qui d'ailleurs est vraiment très bien, on a vraiment des très bons personnages qui sont très bien écrits, extrêmement bien travaillés, notamment Logan évidemment. Comme la plupart du récit sur les origines des personnages, on va suivre Wolverine à plusieurs périodes de sa vie. Un comics qui a vraiment autant marqué les lecteurs que le personnage. On apprend littéralement tout sur le personnage avant qu'il passe chez l'Arme X et reçoive un squelette en adamantium. On développe beaucoup son côté animal, le fait qu'il soit rejeté, etc. C'est hyper plaisant de suivre ce jeune Wolverine. C'est par exemple dans ce comics qu'on a su qu'il avait des griffes en os. Les dessins et les couleurs rendent vraiment ce récit particulier, et c'est vraiment cool pour un personnage aussi iconique que Wolverine. Les dessins sont évidemment magnifiques, surtout les visages. L'ambiance, les décors et les actions sont vraiment dynamiques. Certaines pages sont vraiment magnifiques, notamment dues à leur découpage vraiment bien recherché et hyper cool, ce qui les rend encore plus à part. Le scénario sinon est vraiment cool et très solide. On est vraiment sur une histoire très touchante et assez dure par moments, avec des moments d'émotion qui fonctionnent vraiment bien. Un comics qui ravira tous les fans de Wolverine, et évidemment le comics est largement meilleur que le mauvais film X-Men Origins Wolverine, donc pour tous ceux qui auraient vu le film et hésiteraient, n'hésitez pas, achetez le comics. Dans un monde futuriste, dévasté par les pires criminels, les États-Unis ont perdu leur splendeur. Suite à la victoire des super-vilains, les frontières ont été redéfinies et la population dépérit, abandonnée par ces nouveaux dirigeants. Quand le concept même de héros n'est plus qu'un vieux souvenir, comme l'espoir et la dignité, que peut-il advenir de l'humanité? Dans le désert de Californie, une terre désolée contrôlée par le gang de Hulk, Logan rêve de vivre en paix auprès de sa femme et de ses enfants. Loin de son passé au sein des X-Men, l'ancien héros n'aspire désormais qu'à une paisible vie de famille. Alors là, on est sûrement sur le meilleur comics de cette vidéo. Old Man Logan, la masterclass ultime de Mark Millar et Steve McNiven. Dans ce comics, on va se retrouver comme dit dans le pitch dans un monde de Marvel, où les vilains ont gagné et où Wolverine a bien vieilli et s'est retiré de la scène super-héroïque. Il vit reclus et se retrouve acculé par des Hulk. Son facteur octogalateur ne fonctionne plus très bien, c'est alors que Hawkeye, aveugle, va venir le voir et l'emmener dans un road trip pour une mission très dangereuse qui est la seule chose qui pourrait sauver sa famille. Quel comics incroyable. Déjà l'univers, le monde post-apo décrit par Mark Millar est tellement incroyable, je sais même pas quoi dire. C'est tellement ouf, c'est sale, poussiéreux, les vilains ont gagné, bref, niveau ambiance, c'est une dinguerie. Chaque vilain s'est séparé les États-Unis et évidemment le road trip de Wolverine et Hawkeye va les forcer à traverser plusieurs endroits dirigés par plusieurs super criminels. Mais comment le monde en est arrivé là où on en est, eh bien ça va nous être raconté au fur et à mesure de l'histoire. Une histoire absolument magistrale qui utilise l'univers Marvel à la perfection pour raconter une histoire hyper violente, sanglante et surtout très dure moralement. Surtout quand on voit la défaite des héros. Évidemment, le travail sur Wolverine et Hawkeye en termes d'écriture est juste parfait. Voilà, rien de moins. Le rythme est juste parfait également avec de l'action très fréquente, mais qui est entrecoupée par des récits de l'époque où, justement, il y a eu la défaite des héros et des différentes découvertes de ce monde, ce qui fait que le récit est juste parfait niveau rythme et donc parfait pour nous tenir en haleine parce qu'on va de découverte en découverte dans ce monde détruit, c'est insane. Niveau dessin, la performance de Steve McNiven à l'image de son travail sur Civil War est tellement bonne que je sais même pas par où commencer si ce n'est que les images que je mets parlent d'elles-mêmes. C'est violent, sanglant, les visages sont ultra expressifs, les combats sont parfaits et à côté de ça, les idées folles de Mark Millar sont parfaitement retranscrites au travers de ses dessins donc c'est parfait. Je veux pas en dire plus parce que je veux pas vous spoil, mais vraiment, lisez ce comic, c'est impossible que vous ne l'aimiez pas. Frank Castle est de retour dans les rues de New York et sa mission est simple, éliminer tous les criminels. Dans son viseur, la puissante famille Nucci qui engage un tueur psychopathe, le russe, pour se débarrasser du Punisher. Il n'est pas le seul obstacle sur la route de Frank puisqu'il va devoir faire face à deux flics chargés de lui mettre les menottes, et avec ses voisins de palier avec qui il noue des relations malgré tous ses efforts. Petit point édition d'abord pour ce récit. Le Must-Have contient les 12 premiers numéros du run et le Marvel Icons contient en plus des 12 premiers numéros, 18 numéros supplémentaires qui complètent et poursuivent le run, d'où la différence de prix. Un seul récit pour le Punisher car c'est à la fois un des meilleurs récits du personnage mais surtout sa meilleure porte d'entrée. Un récit avec un pitch tout simple qui va voir le Punisher revenir à New York et s'en prendre à la mafia. Évidemment, comme tout le récit sur le Punisher, le récit est violent et sanglant, avec des meurtres tous plus imaginatifs et graphiques les uns que les autres. Le rythme est très bon, les affrontements sont trop cool, même parfois drôles, mais sinon l'histoire est assez loufoque par moments, mais vraiment avec des moments what the fuck. Niveau personnage, le Punisher est vraiment travaillé, notamment grâce à ses actions envers les différents personnages importants de ce run. Que ce soit ses voisins de palier, qui font de leur mieux pour l'aider et être sympas, les deux filles qui le poursuivent, qui font de leur mieux pour garder leur travail, et les différentes personnes qui croient poursuivre la croisade du Punisher alors qu'en fait ce sont des tarés extrémistes et meurtriers qui ne suivent pas du tout ce que le Punisher pense juste.
Il y a également le fameux épisode repris dans la série TV de Daredevil avec les dialogues entre les deux personnages sur le toit. Un épisode qui d'ailleurs est incroyable. Les antagonistes du run sont vraiment drôles et caricaturaux, comme voulu par le scénariste, notamment Manucci et le Russe, qui sont des personnages grotesques et complètement what the fuck. Le reste du tome dans la version la plus chère, donc le Marvel Icons, est aussi cool et dans la droite lignée de cette première histoire présente dans le must-have. Niveau dessin, le trait de Steve Dillon, bien que simple, correspond parfaitement au style de la série et se différencie vraiment bien des autres. Un style qui peut à la fois être comique mais aussi très sérieux. Bref, c'est de l'excellent travail à offrir aux fans du Punisher, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les comics à offrir à Noël pour les fans de Marvel. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo pour les comics de chez DC. Je croise les doigts pour que vous trouviez votre bonheur, que ce soit pour vous ou pour offrir à vos proches. Passez de bonnes fêtes et surtout, lisez plein de comics.